Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de nouvelles formes de criminalité prennent de l'ampleur dans la capitale économique du Cameroun, alors que des gangs de malfrats détruisent des biens et menacent de mort des opérateurs économiques refusant de céder à leur rackettage. Des Camerounais sont passés maîtres dans l'art de monter des usines illégales de siphonnage et de fabrication de boissons alcoolisées de qualité douteuse. Vous verrez dans ce journal comment la supercherie a été découverte dans la ville de Douala. Où en est-on avec un projet intégrateur attendu depuis de nombreuses années par les populations équato-guinéennes et camerounaises? Il s'agit du pont sur la vallée, sur le fleuve Ntem, qui doit être construit entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Un émissaire, envoyé spécial du président équato-guinéen, a rencontré le chef de l'État, Paul Biya, afin de discuter sur les enjeux nécessaires pour lever les obstacles à la mise en œuvre de ce projet intégrateur. La quintessence des échanges entre l'émissaire du président équato-guinéen et le chef de l'État du Cameroun. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré les assurances du gouverneur du littoral sur la sécurité dans la capitale économique, une nouvelle forme d'insécurité prend de l'ampleur. Des opérateurs économiques se plaignent d'être victimes de menaces et de chantage de la part des gangs de malfrats. Ceux-ci ont détruit plusieurs voitures de seconde main en vente dans le centre des affaires, exigeant que les différents opérateurs économiques et concessionnaires doivent payer des montants importants d'argent s'ils veulent mener les activités en toute quiétude. Malgré ces menaces, ces opérateurs économiques n'ont pas à céder, mais ils s'inquiètent de la recrudescence de tels phénomènes dans la ville de Douala. Reportage avec Cédric Chouna et Martin Abanda. Oui, ça fait depuis le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait perdre 8 voitures, qu'on a cassé les pare-brises de 8 voitures. Donc, et la personne laisse son mot, il demande le droit de terre. Donc on nous a dit que s'il veut le droit de terre, il vient demander d'abord. Si on ne le donne pas avant, il peut faire les casses. Cet homme n'avait plus que ses yeux pour pleurer et constater les dégâts infligés à son véhicule. Comme lui, plusieurs autres vendeurs de voitures d'occasion opérant dans la zone de l'hôtel Lundé, à Akwa, sont victimes de ces actes de vandalisme depuis bientôt un mois. Il s'agit d'un nouveau mode opératoire des brigands, visant à intimider par la casse et avertissement, afin de racketter les vendeurs de voitures. D'après le président de l'association des vendeurs de voitures, cette activité de vente de véhicules de deuxième main est exercée sur le site depuis aujourd'hui un quart de siècle, sans anicroche avec les bailleurs, encore moins la communauté. Nous sommes là depuis près de 25 ans, parce que toute notre vie ici à vendre des voitures. On n'a jamais eu ce genre de comportement. Depuis le mois de mai, il y a certains jeunes gars qui passent dans la nuit, nous cassent les pare-brises, ils laissent des messages, ils leur payent une rançon qui est contre le droit de terre. Nous payons nos locations de terrain aux ayants droit, ceux qui ont le terrain, on garde les voitures, on les remet. Bon, ce sont des messages, ils laissent des papiers, un numéro de téléphone, demandant une rançon de droit de terre de 500 000 et qu'on doit payer tous les mois, sinon ils vont brûler les voitures. Ces opérations de casse sont effectuées dans la nuit par les jeunes organisés qui ont fini par susciter la peur chez des gardiens de nuit. Parce que le gardien nous a dit que les menaces ont été faites. Et s'il était là lui-même, il devait vous dire comment cela s'est passé. Nous lui avions seulement dit d'être courageux. Il a dit oui. Parce qu'ils sont venus, ils ont même cogné le portail, ils l'ont demandé de sortir. Comme il a eu peur, il est sorti. Parce que même le chef de gang lui-même est venu avec la voiture, la Prado. Ces actes démontrent à suffire que l'insécurité continue à sévir dans la ville de Douala, ce qui remet en question la sortie du gouverneur de la région du littoral, qui assurait les uns et les autres sur la tranquillité qui règne dans la ville de Douala. Autre forme de criminalité, c'est l'existence d'une usine d'un autre genre, fonctionnant en toute quiétude, en plein cœur de New Bell,
dans le 2e arrondissement de Douala. Là-bas, des Camerounais sont passés maîtres dans la fabrication des boissons alcoolisées impropres à la consommation et pour tromper la vigilance des consommateurs camerounais amateurs de boissons alcoolisées. Ils emboutteillaient ces liquides dans des emballages très connus par les Camerounais et très prisés. L'usine en question a été découverte lors d'une mission d'inspection menée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Neubel, et le poteau rose a été découvert. Des précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. Un domicile familial transformé en une mini-unité de production brassicole au quartier Neubel, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Ses occupants, de véritables maîtres dans l'art du brassage des boissons contrefaites, tous pris en flagrant délit d'opération par les éléments de la brigade de gendarmerie de Neubel, sous la supervision du commandant de compagnie de Douala 1. On te pose une question, tu ne réponds pas. On vous a trouvé en train de faire quoi dans la chambre quand les gens sont arrivés? On était en train de charger la bière dans une autre bouteille, puisque c'était les demi qu'on est resté dans la chambre, on est venu donner. Bon, on va la mener. Non, chef. On va la mener. Chef, non, chef. Les bières que vous avez trouvées ici, c'est ça. Oui. C'est déjà décapsulé. Oui. Je suis resté dans la chambre de mon oncle, on est venu nous donner. L'activité est repartie dans plusieurs pièces de la maison. Il y a une zone de stockage des bouteilles vides. Ça va être rechargé. Une pièce pour les emballages. Un magasin. Ça, c'est en fait, il y a un premier truc qui nous frappe à l'œil, c'est que c'est à moi. Soit ils les rachètent, soit on ne peut pas imaginer. Ils vont nous dire après exploitation. Le cœur du système, le voici, la salle de brassage. C'est ici que les boissons sont décapsulées, mélangées à de l'eau plus des comprimés et bien d'autres produits d'origine douteuse. Ils ont été surpris en train de mélanger en flagrant délit. C'est les bouteilles en question. Là, d'autres ici derrière. Alors nous allons emporter ces comprimés. On a l'impression que c'est ça qui fait mousser les bouteilles. Les gros comprimés. Les gros comprimés. Donc on va les emporter pour analyse. Vous voyez pratiquement ceci. Ils vont vous dire qu'il est pratiquement. Est-ce qu'un Camerounais va vont vous dire qu'il est consomme. Est-ce qu'un Camerounais va consommer? Voilà, lui seul ou bien pour lui commis. Ça s'ouvre également. Ça s'ouvre également. Ça colle ça, peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que c'est ça, ils ont déjà peut-être ça ne mouche pas encore. Ça veut dire que ça, ils ont déjà scellé. Ah, ça c'est déjà scellé. C'est scellé. Ça mousse à l'intérieur, vous voyez. Le tout conditionné et mis en bouteille, prêt pour la livraison dans des bars, snacks, boîtes de nuit. De cette descente, 4 suspects ont été interpellés et mis en exploitation. Quant au cerveau du gang, il était déjà aux arrêts. Prospérant depuis près d'1 an, la découverte de l'activité frauduleuse de la brasserie du quartier est partie de la lettre d'un informateur aux gendarmes. Cette brasserie d'un autre genre, évoluant dans l'illégalité, se trouvait seulement à 500 mètres de la brigade de gendarmerie et du commissariat de police situé à Neubel, dans le 2e arrondissement de Douala. Plus de vigilance pour les Camerounais qui démarrent déjà le week-end à Douala. En réponse à une demande des autorités camerounaises, une mission du Fonds monétaire international a tenu des réunions virtuelles du 13 au 27 mai 2021 pour discuter du soutien financier du FMI au Cameroun. Selon une déclaration du chef de mission, le Cameroun et les services du FMI ont trouvé un accord pour un nouveau programme de 36 mois qui pourrait être soutenu par des ressources du Fonds monétaire international au titre de la facilité de crédit, facilité élargie de crédit et le mécanisme élargi de crédit.
Dans un communiqué, le chef de la mission du FMI révèle les principaux piliers de ce programme structurel. Il s'agit des mesures de renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption. Compte tenu du risque élevé de surendettement du Cameroun, le FMI compte, à travers ce nouveau programme, demander au gouvernement de limiter les emprunts non concessionnels aux projets qui sont essentiels pour le développement national. Il est également question d'analyser les risques financiers et fiscaux associés aux entreprises publiques qui affichent des contre-performances. Il faut préciser, lorsqu'un pays se heurte à de graves problèmes de balance des paiements à moyen terme, en raison de ses faiblesses structurelles qui tarderont à être corrigées, le FMI peut apporter son concours au moyen de ce mécanisme élargi de crédit, un mécanisme auquel le Cameroun est désormais éligible. Parlons à présent de la culture du palmier à huile. Cela entraîne une déforestation inquiétante au Cameroun. C'est du moins l'une des principales conclusions d'une étude menée par le Fonds mondial pour la protection de la nature et l'Université de Yaoundé 1. Comment dès lors limiter les effets négatifs de ces cultures sur l'écosystème forestier au Cameroun? Élément de réponse dans ce reportage signé Joël Essengue et Guy Zogo. Comment concilier la production du palmier à huile avec le respect de l'environnement, dont de la forêt, alors que la menace que cette culture fait planer sur la biodiversité est grande? Une étude dénommée Oil Palm Adaptive Landscapes, OPAL, menée par le Fonds mondial de la nature, WWF, et l'Université de Yaoundé 1, s'est déroulée durant 7 ans. L'idée, c'est d'aller vers un développement qui tient compte des aspects de protection de la biodiversité et en particulier ici des aspects de préservation des zones de haute valeur de conservation et de haut stock de carbone, particulièrement pour ce qui concerne le développement du palmier à huile au Cameroun. Les constats qui sont faits relèvent un lourd impact sur la forêt. Le palmier à huile depuis 1990 est le premier moteur de la déforestation au Cameroun. Et nous avons essayé d'affiner les résultats. Sanada Maritime, Gwei et Kondotiti, les résultats sont les mêmes et on a constaté que si rien n'est fait, au bout d'une cinquantaine à une centaine d'années, la forêt aurait disparu dans ces territoires. Dès lors, il est question de suggestions aux paysans et aux agro-industries. Nous avons pensé qu'on pouvait conseiller aux paysans d'utiliser les jachères, les vieilles jachères, au lieu d'aller dans la forêt dense. Et également au niveau des agro-industries, d'éviter des extensions de superficie, mais plutôt d'essayer de voir dans la destruction de l'espace de palmier à huile, quoi faire pour conserver au maximum la forêt. À l'endroit de l'État, l'étude suggère aussi de procéder au zonage des forêts, tout en évitant de recourir à la culture du palmier à huile autour des aires protégées. Au final, l'étude insiste sur le rôle central joué par les petits producteurs qui doivent par conséquent être soutenus. Les petits paysans sont plus importants. Et ils se posent un problème aujourd'hui. Bon, ils cultivent, mais ils excellent, lui, n'est-ce pas, avec des outils artisanaux, rudimentaires, etc. On se dit quand même, si l'État qui encourage la production de palmier à huile pouvait dans ces zones leur donner ce qu'on appelle des presses modernes par rapport à leur presse artisanale, on gagnerait en durabilité. Le Cameroun produit plus de 230 000 tonnes de palmier à huile sur une surface d'environ 190 000 hectares, répartis entre les agro-industries, les plantations traditionnelles encadrées et les plantations villageoises. Dans l'arrière-pays, cette déforestation entraîne également de sérieux problèmes sur le plan social, notamment l'exode massif observé dans le département du Nkam, là où des jeunes, faute d'activités économiques, désertent des villages au grand désarroi des grands-parents. Ils déplorent le manque de soutien de la part du gouvernement et l'absence de structures pouvant encourager les jeunes à s'intéresser aux activités agropastorales et pouvoir bénéficier de la rentabilité des produits agricoles dans un bassin complètement enclavé. D'autres précisions avec Jacques Molon et Nadine Yambou. À Mabom, situé à près de 25 km de Yabassi dans le Kam, il ne fait plus bon vivre. Le village se vide peu à peu de ses jeunes, fuyant la misère et le sous-développement qui caractérise cette localité. Dans d'ici Yabassi, le chef-lieu du département du Kam même d'abord est enclavé. Or, quittant ici Loum, pareil.
Voilà pourquoi les jeunes fuient le village pour aller en ville. Beaucoup de jeunes se retrouvent en ville parce qu'un jeune va venir ici, pour venir c'est les problèmes. Il va même faire son champ, il va sortir la nourriture comment. Et c'est pour ça que vous voyez le village est toujours fermé. Le village ne fait que finir de jour en jour. Le village Mabom est pourtant doté d'un immense potentiel agricole, mais sous-exploité. Il n'y a qu'à voir ces milliers d'hectares de terres abandonnés par les cultivateurs. Ceux-ci peinent à écouler leurs produits vers le centre-ville en raison de la dégradation des routes, impraticables en saison des pluies. Même si un jeune s'investit, il va dans l'agriculture. Qu'allons-nous faire pour épargner de cela pour la ville? Les routes ne sont pas praticables. Quittant de Yabassi pour Douala, ce n'est pas praticable. Il ne peut pas se lancer dans l'agriculture parce que si ils se mettent dans l'agriculture, où est-ce qu'ils vont vendre les produits? Et pourtant, on a des terres. Voilà les terres, voilà les forêts qui nous entourent partout. Au-delà du problème des routes, le village manque cruellement d'infrastructures sociaux de base, telles que les écoles et les hôpitaux. Des manquements qui freinent le plein épanouissement des populations. Les écoles, nous n'avions pas. Les dispensaires, on n'en a pas. L'électricité, on n'a pas. Il n'y a pas d'école, comme vous le constatez. Les enfants à l'âge de 6 ans sont obligés d'aller dans les villages voisins pour fréquenter. Puis ce n'est pas souvent facile pour qu'un enfant de 6 ans aille vivre avec des parents qui ne sont pas les siens, avec tout ce que cela comporte comme frustration. Si d'aucuns accusent les exploitants forestiers de piller le bois sans reverser un radis aux riverains, d'autres par contre estiment que l'enclavement du village Mabom est la conséquence d'une absence de volonté politique pour développer les zones rurales. Nous ne bénéficions de rien pour ces exploitants. Les ponts, ils n'arrangent pas bien les ponts, ils arrangent les ponts en terre. Si demain après-demain, quand ils partent, les ponts là vont se gâter et nous serons toujours restés enclavés. Face à l'exode massif des jeunes, le chef du canton Badiop lance un appel à la réconciliation à l'endroit des fils et filles du village et les invite à œuvrer pour la reconstruction de leur localité. Jusqu'à présent, vous verrez que beaucoup de mes populations et de mes élites viennent de Loum, viennent de Penja, viennent de Njombe, viennent de Mbanga. Quand on a un événement ici, ça veut dire que c'est là-bas qu'elles se sont bâties parce qu'effectivement il y a de la vie. Mais je voudrais leur lancer l'appel pour leur dire que les choses sont en train de changer. Il est bon qu'ils reviennent chez eux. Le chef de l'État, Paul Biya, en 2016, avait demandé aux jeunes d'être des entrepreneurs agricoles. Cependant, cet exode massif des jeunes observé dans les zones rurales vient démontrer à suffisance que toutes les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues. Mettons le cap sur l'extrême nord pour évaluer le processus de sécurisation et de stabilisation de cette partie du Cameroun. Selon le gouvernement, les attaques de Boko Haram se sont réduites. Pourtant, les populations sont pleines dans certaines localités avec une résurgence de l'insécurité. Le point sur l'activité économique, également un point qui préoccupe le gouvernement et le PNUD, engagé dans un processus de relance des activités économiques dans cette période d'accalmie observée dans le septentrion. Des précisions avec Guy Zogo. La stabilisation et la sécurisation du bassin du lac Tchad, donc de la région de l'extrême nord du Cameroun, en proie pendant quelques années à Boko Haram, vient de faire l'objet d'un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour ce qui est de la première étape de cette activité. Sur ce premier pilier, le PNUD souligne la qualité des résultats obtenus. Nous pouvons nous féliciter des résultats autour des 3 piliers de ce programme. D'abord par le fait que nous avons, à travers la stabilisation, pu apporter la sécurité en coopération avec les forces de défense et de sécurité, mais également avec la force multinationale. Cela se traduit dans les faits, d'après le PNUD, par des avancées notables. Sur le plan de la revitalisation de l'économie locale, je voudrais par exemple citer la réouverture du corridor entre le Nigeria et le Cameroun à travers Amchide et Banki, où aujourd'hui le petit commerce local a repris. Les Nigérians viennent avec les produits manufacturés et les Camerounais vendent leurs vivres
au Nigeria. Aux côtés du Cameroun, les partenaires extérieurs, dont l'Union européenne, soutiennent cette opération de stabilisation et de sécurisation de l'extrême nord Cameroun. L'Allemagne s'engage beaucoup sur cette initiative et c'est une initiative régionale où spécialement les gouverneurs et les autorités locaux, la décentralisation joue un rôle important parce que les menaces, le terrorisme ne s'arrêtent pas aux frontières. Nous soutenons conjointement avec nos collègues allemands du Royaume-Uni, de l'Union européenne, cette initiative. L'extrême nord est pour la France la première zone de l'aide publique au développement. Et ce projet porte ses fruits. Nous souhaitons que la fin de la première phase puis la seconde phase puisse se poursuivre et que malgré tous les enjeux sécuritaires dans la région, on ait vraiment une amélioration du sort des populations. La phase 2 portera sur les services, dont les écoles et les formations sanitaires. Il me plaît d'annoncer l'intention du gouvernement portée par le ministère de l'économie de pouvoir inscrire dans la perspective d'une deuxième phase une dotation de contrepartie gouvernementale dont la consistance sera précisée. Il est donc certain que les localités comme Amchide, Blangwa, Mayo Moskota et Ile Alifa, connus pour avoir été le lieu de batailles sanglantes contre Boko Haram, ont retrouvé un rythme de vie normal. Sur le fleuve Ntem qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale, un projet intégrateur tarde à être concrétisé. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Ntem, validé lors de la table ronde tenue à Paris, destinée à la recherche de financement pour 12 projets intégrateurs en zone CEMAC. La mise en œuvre de ce projet était au cœur des discussions entre le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale et le chef de l'État, Paul Biya. L'entretien entre les deux personnalités s'est déroulé ce vendredi au Palais de l'Unité à Yaoundé. L'envoyé spécial équato-guinéen était porteur d'un message du président Teodoro Obiangema Bazogo. Selon le ministre Balthazar Ngonga Edjo, il a parlé avec le président Paul Biya sur les enjeux d'accélération des formalités administratives et le déblocage des fonds permettant d'amorcer les travaux de construction d'un grand projet intégrateur, à savoir la construction du pont sur le fleuve Ntem qui sépare le Cameroun et la Guinée équatoriale. Dans l'escale internationale, s'achemine-t-on vers un nouveau bras de fer entre Washington et Pékin. Joe Biden, le président américain, demande à ses services d'enquêter sur l'origine de la propagation du coronavirus. Une annonce qui suscite le courroux de la Chine. Elle rejette toute théorie du complot et sur le continent africain et dans le monde. Le président français également qui poursuit sa visite en Afrique. Il était en Afrique du Sud pour évoquer la coopération multilatérale et bilatérale entre l'Afrique du Sud et la France. La mouture internationale est signée Mathilda Kemazou et Nadine Yambou. La polémique autour de l'origine du coronavirus divise Washington et Pékin. S'exprimant une nouvelle fois sur l'évolution de la pandémie actuelle, le président américain exige un second rapport sur la source réelle du virus. Le coronavirus a-t-il été transmis de l'animal à l'homme ou résulte-t-il d'un accident de laboratoire en Chine? Joe Biden veut y voir clair. Non satisfait, après la publication du premier rapport, il appelle les services américains de renseignement à redoubler d'efforts, de même qu'il demande à l'OMS de mener de nouvelles investigations sur la source réelle du virus. En mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait déploré les restrictions imposées par la Chine et les difficultés d'accès à certaines données lors de la première mission d'experts à Wuhan, épicentre de l'épidémie. Les États-Unis reprochent à la Chine son manque de transparence. Acculée, la Chine s'en défend, refutant la thèse d'un éventuel complot. Les enquêteurs ont 90 jours pour livrer leur copie. Et sur le continent africain, la lutte contre le coronavirus est au cœur de la visite du président français en Afrique du Sud.
Après un déplacement au Rwanda de Paul Kagame, Emmanuel Macron évoquera avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa les stratégies de relance de l'économie affaiblies par la pandémie actuelle. La rencontre entre les deux hommes était prévue il y a 1 an, mais repoussée en raison du contexte sanitaire. L'Afrique du Sud et la France entretiennent des relations étroites. Le pays de Nelson Mandela est un partenaire majeur de la France et membre du G20. Pays le plus touché sur le continent africain, avec 1,6 million de cas et près de 56 000 morts, l'Afrique du Sud a à peine vacciné 1% de sa population, évaluée à 59 millions d'habitants. En pleine pandémie de coronavirus, une épidémie de choléra frappe de plein fouet le Nigeria. En l'espace de 2 semaines, au moins 20 personnes sont mortes et 300 autres hospitalisées. La région du Nord constitue le principal foyer de la maladie. Les enfants âgés entre 5 et 14 ans sont les plus touchés. Du matériel médical et des médicaments ont été acheminés dans les zones affectées pour une meilleure prise en charge des malades, de même que du personnel médical envoyé en renfort. La progression de la maladie inquiète les spécialistes de la santé qui redoutent une explosion des contaminations au coronavirus. D'après le Centre nigérian de contrôle des maladies, plus de 1700 cas suspects de choléra ont été signalés dans le pays depuis janvier 2021, dont 8 États avec 50 décès. Un mot de ce journal, le Cameroun éliminé de la compétition baptisée Basketball Africa League. FAP de Yaoundé est de retour au pays. L'équipe plénipotentiaire du Cameroun dans cette compétition a disputé au total 4 rencontres pour 1 victoire et 3 défaites. Après l'élimination de FAP, les demi-finales de la Basketball Africa League sont connues. Les différentes équipes pour la demi-finale sont connues. Il s'agit de Petro de Luanda, Ferroviaro de Maputo, Zamalek du Caire et Patriote BC. Je vous invite à présent à suivre l'entraîneur de FAP Basketball de retour de cette compétition africaine. Lazare Andy Ngona revient sur les performances de ses poulains. Ça a été une expérience très particulière, une expérience très enrichissante. Nous espérons très sincèrement que cette expérience servira, n'est-ce pas, de tremplin pour les futures compétitions. Ce groupe de jeunes joueurs, n'est-ce pas, ont appris la compétition du haut niveau et j'imagine qu'ils s'y attelleront tant bien que mal après avoir tiré les enseignements de cette compétition pour pouvoir, n'est-ce pas, se préparer pour les futures échéances. Il faut féliciter d'abord ces jeunes joueurs, il faut les féliciter parce que nous avons vendu, n'est-ce pas, notre peau très chère. Ça, c'est l'enseignement que nous tirons. Donc, féliciter les joueurs, féliciter, n'est-ce pas, leur enthousiasme, n'est-ce pas, leur esprit de patriotisme, leur esprit de combattant, parce que c'est ça qui fait, n'est-ce pas, la particularité du Camerounais, spécialement en moment difficile. Ne manquez pas le décryptage de l'actualité sportive dans l'émission Horizon Sport, présentée ce soir à partir de 21h30 par Aïk Cyril sur Equinox Télévision. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Après Dogbon pour Guinness Cameroun, Bassa pour l'Union camerounaise des brasseries, Ndokoti et Koumassi pour la SABC, Newbel a également sa brasserie. Vous l'avez vu dans des images surprenantes, une brasserie illégale qui a prospéré à quelques mètres de la brigade de gendarmerie et du commissariat de police dans le 2e arrondissement de Douala, des Camerounais qui procédaient à un mélange, une mixture inquiétante pour embouteiller leur mélange et ce cocktail dans des emballages bien connus et appréciés par les Camerounais, ensuite commercialisés en toute quiétude dans les snack bars et autres débits de boissons. Et le poteau rose a été découvert à la suite d'une information à relayer auprès des services de la gendarmerie. C'est le commandant de la compagnie qui s'est rendu lui-même sur les lieux qui a mené l'investigation. Vous avez vu les mélanges effectués par ces Camerounais qui n'ont aucune compétence, aucune licence et aucune raison de pouvoir aller jusqu'à ce niveau de mélanger des produits, de siphonner
de vraies boissons alcoolisées pour vendre des mélanges de qualité douteuse. Et nous sommes déjà le week-end. Les Camerounais devraient faire davantage attention pour ceux qui sont déjà dans des lieux de réjouissance. C'est là. Voilà, madame, nous sommes vendredi. Hein. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel est que nous soyons deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Bon week-end également. Je vous souhaite un agréable week-end. Surtout, hein, n'allez pas... Faut changer vos habitudes. Hein. Voilà. Madame, monsieur, dans un instant, dans la suite, et qu'il nous soit. Voilà, retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, seul temps du débrief, toujours en compagnie de Prince Joël Mokavier, Joseph Olinga, Xavier Belémé.